Salut, moi c'est Superflame. J'ai un don pour l'imitation qui me permet de prendre des grosses voix, comme celle-ci. Ou des plus petites, comme celle-là. Ça va de Homer Simpson? Ah, Eddie Murphy, je suis le flic de Beverly Hills. En passant par François Hollande, notre futur ex-président de la République. On recommence ou Ouais, c'est bon, pas de soucis. Salut à tous, on est du coup avec Superflame aujourd'hui pour parler de sa chaîne YouTube. Donc tu as commencé à proposer des vidéos sur YouTube d'imitation de voix et puis rapidement tu as aussi proposé des choses. Comment est-ce que quelqu'un de lambda peut essayer aussi d'imiter certaines personnalités. Rapidement pour te présenter un petit peu, comment est-ce que toi tu t'es mis à faire des vidéos sur YouTube? Quel a été le déclic? Bah, faut savoir qu'à la base, moi, je fais de l'imitation depuis que je suis tout petit. Ça fait partie de ma vie depuis que j'ai 10 ou 11 ans, quelque chose comme ça. À la base, je faisais ça pour faire rire les potes dans la cour de récré quand j'étais en primaire. Mais c'était pas véritablement un truc sérieux pour moi, même si bah, j'étais doué pour ça. Et un jour, il y a pas mal de mes potes qui ont commencé à me pousser au cul pour que je fasse une vidéo qui montre un peu tout ce que je sais faire sur YouTube. C'est comme ça que j'ai fait ma première vidéo, dans laquelle je présentais 51 imitations. Ouais, avec des bruitages aussi. Aussi avec des bruitages que j'arrivais à faire et tout. Et la vidéo a buzzé, elle a été repartagée sur pas mal de sites comme Coréus, Feu Spion. Elle a été uploadée massivement par les pages Facebook et tout. Ce qui a fait que du jour au lendemain, j'avais 8000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Du coup, je me suis dit, bon, bah, go, je continue. Voilà. Et justement, du coup, j'imagine que tu t'attendais pas à un tel buzz entre guillemets, mais par contre, ça t'a motivé pour continuer. Tu t'es dit, bah, on se lance quand même dans cette aventure-là. Bah, étant donné que ça m'a quand même ouvert une porte que peu de gens peuvent se permettre d'avoir avec YouTube, bah, du jour au lendemain, à réussir à réunir 8000 personnes, c'est sûr que c'est hyper pratique. Après, étant donné que ça s'était fait sur un effet de buzz, les gens s'attendaient à ce que les vidéos suivantes, ça soit exactement dans le même genre. Sauf que j'avais déjà montré à peu près tout ce que je savais faire. Et du coup, j'ai fait une espèce de mini traversée du désert sur YouTube au début, où je faisais des petits sketchs à la con avec 2-3 imitations que je méritais, que j'arrivais à faire, pardon. Et ça marchouillait. Et un jour, j'ai eu le déclic et je me suis dit, bon, je vais essayer de lancer un nouveau format, le format des Vox Populi, qui sont des petits tutoriels d'imitation pour apprendre aux gens à imiter des voix que je sais faire. Et c'est vraiment ce format qui m'a porté et de fil en aiguille m'a permis de monter petit à petit jusqu'à 100 000 abonnés, puis 200 000, etc. Tout en développant à côté d'autres formats, toujours un petit peu basés sur ma voix et des trucs comme ça. Et tu continues, j'ai envie de dire, de travailler, de progresser. C'est quelque chose où on progresse sans cesse, on apprend toujours sans cesse, travailler sa voix, apprendre d'autres imitations. Tu continues encore d'en apprendre? Ouais, enfin, en fait, moi, beaucoup de gens s'imaginent que je me mets en mode il faut que je travaille une imitation, que je bosse sérieusement, que je réfléchisse à des trucs, mais au final, ça vient assez spontanément. En fait, moi, je vois l'imitation non pas comme une autre voix, mais comme une extension de sa propre voix, une modulation de ta voix de base. Et du coup, ce que je fais, c'est que quand je veux imiter une voix, déjà, je sais de base si je vais y arriver facilement ou pas. À l'oreille, je peux savoir si je peux imiter facilement une personne. Et ce que je fais, c'est que je me dis, bon, est-ce que c'est une voix qui est proche de ma voix de base? Si oui, en général, j'y arrive assez vite. Sinon, est-ce que c'est une voix qui est proche de ma voix, mais plutôt dans les graves ou plutôt dans les aigus? Et si c'est pas dans ce cas-là, est-ce que c'est proche d'une imitation que j'arrive déjà à faire? Typiquement, l'exemple que je donne souvent, c'est que l'imitation de Jean-Pierre Pernaut ressemble énormément à l'imitation des Bogdanov. Sauf qu'en gros, les Bogdanov, c'est un Jean-Pierre Pernaut en vachement plus punchy. Ouais. Ok. Et justement, toi, tu as des... L'imitation de voix, c'est quelque chose qui te parlait? Tu avais des modèles, tu avais des gens qui te parlaient? Je sais pas, on a Laurent Gérard qui est aussi un modèle. Récemment, enfin, en jeune, on a Marc-Antoine Aubray. C'est des gens qui te parlent, qui t'inspirent ou pas forcément? Pas forcément. En fait, moi, le déclic, bah, du coup, quand j'étais petit, je l'ai eu parce que je regardais les Guignols de l'info. Ouais. En fait, parce que ça passait en clair. Et un jour, j'avais maté un reportage justement sur les coulisses des Guignols. Et c'est là que j'ai découvert des mecs comme Yves Lecoq qui faisaient les voix de plusieurs marionnettes. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop cool. Et du coup, en fait, mes premières imitations, c'était des pâles copies un peu merdiques des marionnettes des Guignols. Mais c'est avec ça que j'ai commencé, quoi. Je suis absolument satisfaite d'être totalement disponible. Disponible! Et justement, le fait d'avoir buzzé sur YouTube et d'avoir voilà, une communauté de plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, ça t'apporte des opportunités professionnelles? Ça t'aide un petit peu à trouver des débouchés? Évidemment. Une chaîne YouTube, quand elle est un peu différente du contenu mainstream, c'est un CV géant en fait. Et vu qu'elle est basée sur ma capacité à faire ce genre de truc, qui en soi est plutôt rare, je suis souvent contacté soit par d'autres youtubeurs pour faire des petites collaborations, leur proposer des voix, notamment les youtubeurs qui font du cartoon comme l'actu animé ou Quel jeu de cartoon trash, je prête souvent ma voix à ces deux chaînes. Et d'autres youtubeurs comme Joueur du Grenier qui ont fait appel à moi pour des petites voix off de temps à autre, ou des opportunités cette fois-ci vraiment plus professionnelles où c'est des boîtes de prod qui m'appellent pour venir doubler des petits dessins animés sur Paris, des trucs comme ça.
ces boîtes n'ayant pas forcément les moyens de faire appel à des grands doubleurs très connus et tout, ils m'appellent moi et je fais 5-6 voix et je suis payé comme un seul mec, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose que tu veux faire sur la durée? Je veux dire, ça va être ton vrai métier? Tu veux bosser dans le doublage, dans la voix off? Je kiffe l'audiovisuel d'une manière générale. Moi, dans l'absolu, je voudrais juste arriver à vivre de ma chaîne et de mes vidéos parce que même si l'imitation, c'est mon gros point fort, c'est pas vraiment ça que je veux travailler prioritairement. Moi, j'aime bien le monde de l'audiovisuel, de la vidéo. J'adore écrire, j'adore scénariser des trucs, j'adore faire du montage, j'adore filmer, j'adore l'acting aussi. Après, c'est vrai que l'aspect un peu montage et filmé, tout ce qui est vraiment production, ça me casse un peu les couilles. Par contre, la post-prod, ça j'aime bien et la pré-prod aussi, en gros. Et surtout que le doublage, par contre, c'est quand même vraiment un travail de comédien, quoi. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. C'est pas simplement prêter sa voix, quoi. Il y a vraiment un travail technique derrière. Tout à fait. Après, moi, je suis pas doubleur professionnel. Oui, je suis pas comédien de doublage parce que, en gros, pour faire ce métier, c'est un secteur qui est assez fermé parce qu'il faut être un théâtreux, quelqu'un qui a fait pas mal d'années de théâtre. Et tu t'improvises pas comédien de doublage. Moi, c'est par la force des choses qu'on m'appelle pour faire du doublage. D'ailleurs, c'est pas véritablement du doublage, puisque le doublage consiste à mettre ta voix par-dessus une voix qui était préexistante. Genre quand une animation japonaise arrive en France, faut faire la version française. Et là, par exemple, tu as une bande rythmo qui défile avec les voix françaises et tu joues le truc. Moi, c'est pas le genre de truc que je fais. Moi, j'interviens directement dans le processus de production du dit dessin animé. C'est-à-dire qu'on va enregistrer ma voix d'abord et qu'ensuite les animateurs vont venir faire les dessins par-dessus. Et j'accueille ce soir notre invité spécial, Jean-Baptiste Boulgoulu. Jean-Baptiste Boulgoulu, bonsoir, vous êtes expert en audimat. Oui, je pense qu'il est nécessaire de rappeler l'équation fondamentale de toute chaîne d'information, qui est F de victime égale audimat au carré. Sans oublier la fameuse constante de Napier. Et juste pour parler un petit peu actu média, est-ce que toi tu t'informes, il y a des choses qui te parlent, il y a des choses qui t'intéressent vraiment quand tu lis la presse, il y a des trucs où tu es sensible à certaines choses? Moi je regarde pas du tout la télévision, sauf Arte de temps à autre parce que mes darons regardent ça, puis que des fois les reportages sont sympas. Et je m'informe principalement via Twitter parce qu'en fait je suis l'AFP, du coup je mate directement les dépêches de l'AFP ou d'autres pages comme les news qui reprennent les informations officielles, des trucs comme ça. Et comme ça, c'est comme ça que je me tiens un peu informé de ce qui se passe dans le monde. J'aime bien m'intéresser un peu à l'actualité, des fois qu'il y a un bon sujet de vidéo à détourner de manière un peu humoristique. Après, mis à part ça, ça me passionne pas non plus énormément, quoi. Mais par contre, ce qui te passionne, c'est d'imiter les gens. Ouais. Tu lui fais un petit Jean-Pierre Pernaut ou pas? Jean-Pierre Pernaut, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le titre principal de ce journal, c'est la fête des endives, en Haute-Savoie. Parce que justement, en plus, tu regardes pas Jean-Pierre Pernaut par contre. Tu lui Non. rends même pas hommage. Non. Non. Et justement, est-ce que, je vais pas dire que tu te sens de parler d'actualité sur YouTube, mais est-ce qu'il y a des... Tu rebondis un petit peu sur l'actualité quand tu dis il y a des choses qui peuvent t'inspirer dans l'actualité pour faire des vidéos? Oui, après en général, quand je veux travailler un sujet d'actualité, c'est pas forcément uploadé sur ma chaîne, je vais plutôt bosser ça avec par exemple Kalchbut. Typiquement, on avait fait un truc sur les attentats de Nice ensemble, ça s'appelait Daesh Be Nice, et j'avais écrit un discours qui rendait un peu hommage aux victimes et qui dénonçait un petit peu l'action politique qui consistait à accaparer l'événement pour dire regardez, moi j'ai les solutions antiterroristes qui vont marcher. Et on avait écrit un petit truc, j'avais écrit un petit truc pour Kalchbut et il l'a mis en image et ça a été uploadé sur sa chaîne. D'accord. Et justement, en plus, tu as aussi bossé avec l'actu animé, Oui. qui lui fait aussi un gros travail sur l'actualité, enfin un travail un peu critique. Par contre, avec l'actu animé, moi par contre, je n'écris pas ou j'interviens très rarement dans les textes. C'est lui qui me propose le script, il m'appelle, il me dit oui j'ai besoin de telle et telle voix, est-ce que t'es chaud? Et en général je dis ok carrément et puis c'est parti, on fait le truc quoi. Et justement, ces collaborations avec d'autres youtubeurs, tu parles aussi du joueur du grenier, c'est des choses qui t'ont apporté personnellement, c'est des travaux qui ont été enrichissants, Enrichissant, c'est au niveau de YouTube ça que ça aide, parce qu'en gros ça te fait une super bonne promo. Et après au sein de YouTube aussi c'est pratique dans le sens où ça permet de te faire découvrir à d'autres youtubeurs qui ensuite ont envie de t'appeler ou ont déjà entendu parler de toi. Et du coup ça permet de montrer que tu existes un peu quoi. Et tout ton avantage, j'ai envie de dire, c'est que tu es un peu le seul à faire ça. Donc en fait, si quelqu'un veut un doubleur, un peu une voix off sur YouTube, tu es le seul à faire ça. Il y a aussi Ganesh, il y a deux chaînes de mecs qui font de l'imitation sur YouTube, il y a moi et Ganesh 2. Et voilà, en gros, dès l'instant que quelqu'un a une voix, généralement c'est moi qui les appelle parce que je sais que Ganesh il met un peu de temps à répondre et qu'il n'est pas toujours OP pour ce genre de truc. Quand c'est trop politisé, il préfère pas. Et voilà, oui, en gros, quand il y a une demande de voix off, ça atterrit dans ma boîte mail en général. Et d'être dans une niche comme ça peut aider. D'ailleurs, ça aide pas mal de youtubeurs qui se lancent quand tu es sur un sujet où personne n'est dessus.
Ça t'aide. Ouais, ben après moi j'ai eu le coup de bol de l'effet de buzz, mais je pense que si je l'avais pas eu, je serais quand même monté, mais de manière vachement plus progressive, quoi. Et c'est vrai que parce que du coup, tu as pris une vidéo et tu as pris notamment sur Facebook, sur Twitter, enfin je veux dire, là, ton contenu il a vraiment été partagé massivement, c'est pas seulement ta vidéo YouTube qui a buzzé, quoi. Ouais, bah après ce qui m'a emmerdé, c'est que justement les re-uploads sur Facebook ne me citaient pas. Les gens, des millions de gens ont vu ma gueule, ont vu que je faisais plein de voix, mais ne savaient pas que c'était Superflame et ne savaient pas que j'avais une chaîne YouTube. Pour eux, c'était juste, oh le mec qui fait des imitations, j'ai vu ta vidéo passer. Du coup, les gens, ça arrive encore aujourd'hui que je reçoive des MP. Ah, mais putain, en fait, t'as une chaîne YouTube. D'accord. Beau, c'est précis. Maintenant, tu vas nous apprendre à faire une ou deux voix. Et moi, je vais me mettre à votre place. Je vais essayer de le faire en même temps. Comme ça, vous pourrez pas être plus ridicule que moi. Vous voyez le délire ou pas? Parce que en plus de ça, je vais être ridicule doublement parce que je vais me sentir jugé, tu vois, par le maestro. Et en parlant de maestro, c'est un personnage qui a été doublé par Roger Carrel, qui a d'ailleurs arrêté sa carrière récemment, mais qui est un homme exceptionnel. Et toi, ça te dérange pas de faire des trucs un peu, j'ai pas envie de dire limite, mais voilà, parler des attentats, faut quand même oser, parler de trucs politisés, l'actu animé, c'est un petit peu osé aussi dans ces textes. C'est toujours fait de manière réfléchie et engagée vis-à-vis de l'actualité. C'est jamais du « ah, vous êtes mort ». Enfin, on n'est pas dans la moquerie des victimes, on est dans la dénonciation des écarts que vont faire les médias, que vont faire les journalistes, que vont faire des personnes qui se prennent pour des social warriors, des mecs qui veulent se battre pour des causes qui les dépassent, des trucs comme ça. Et on rit de ça, et on essaie de les tourner en dérision, mais toujours de manière réfléchie et jamais dans un but de stigmatiser des communautés ou de faire du mal autour de nous. Et justement, je disais que les voix de journalistes avaient évolué au fil des années. Je vais pas dire c'est des voix qui te plaisent, mais est-ce que cette intonation elle est chiante, elle est trop cliché maintenant? Est-ce qu'au final, je veux pas dire, pardon, je veux pas dire est-ce que tu critiques ce mode de faire, mais est-ce qu'au final c'est pas un peu stéréotypé que c'est ultra stéréotypé. Je critique pas ça parce que c'est drôle, c'est facile à refaire en plus, et puis ça fait marrer les gens. Mais il y a une tendance à l'uniformisation pour ça. Je sais pas si on te l'a déjà demandé dans ton école de journalisme, mais moi j'ai déjà rencontré des journalistes qui me disaient mec, tu le fais exactement comme on nous demande de le faire. Enfin, on leur demande pas directement, mais on les incite très vivement à avoir ce genre d'intonation. Et il y a des profs qui viennent dans les cabines de speak et qui leur disent tu sors pas tant que t'arrives pas à me sortir des syllabes étirées qui parlent un peu comme ça. Et du coup, est-ce que toi, niveau, voilà, tu dis que tu t'informes pas beaucoup, enfin sur Twitter, du coup, tu regardes pas spécialement la télé, mais d'un point de vue média, journalisme, je vais pas dire que c'est un monde qui t'attire, mais est-ce que c'est un univers, quel regard tu jettes un petit peu sur le travail journalistique? Est-ce que je sais pas, il y a des choses que... Pour moi, les journalistes sont super importants parce que c'est un peu le baromètre de la société. C'est un outil indispensable, les bons journalistes, les bons journaux. Le problème, c'est la neutralité de l'information qui est... Enfin, il y en a plus trop en France. Les 5 plus grands journaux, je crois, ils appartiennent tous à des milliardaires et des gars qui sont intéressés. Typiquement, Le Figaro, ça appartient au groupe Dassault. Rien qui est en rapport avec Dassault n'est publié dans ce journal si c'est péjoratif ou si ça risque de mettre Dassault dans la... Il y a souvent des histoires de coups de fil du patron qui dit « ouais, non, ce sujet, non ». Donc ça m'emmerde un peu. Après, ça peut être pratique aussi pour les politiques, par exemple, parce que c'est comme ça que l'info peut remonter aussi au niveau d'un politique et lui dire ah oui, tiens, il y a un tel problème dans tel secteur, je me suis informé, et ensuite en parler éventuellement à l'Assemblée, ou à contrario, pointer du doigt un politicien qui est un peu corrompu et tout. Après, ça peut s'avérer assez problématique parce qu'il y a du copinage au sommet de l'État et un sujet vraiment brûlant ne sortira pas dans la presse si ça va vraiment trop déranger certaines personnes. C'est Maxence, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Bon, on va pas se voiler la face les copains, on a dû repenser complètement le concept de Titouan Gaming avec Titouan. Pourquoi donc ça, Titouan? Parce que, on va pas se mentir, il y a pas mal d'abonnés qui se sont barrés, et nos vidéos marchaient de moins en moins parce qu'on partait un peu trop loin dans nos délires. Du coup, on a décidé de vous proposer une toute nouvelle formule qui n'a absolument rien à voir, mais un peu beaucoup quand même. Voyez? Et justement, sur tes imitations, il y en a qui font des imitations politiques et puis avec des messages après politiques, je vais pas dire forts, mais on peut faire des choses politiquement dedans. Toi, ça t'intéresse de faire des spectacles, je veux dire des spectacles un peu comme Laurent Gérard peut le faire, comme Antoine Lebray, de proposer tes imitations, de proposer vraiment un enchaînement de sketchs avec des voix ou pas du tout? À l'heure actuelle, ça m'intéresse pas. Dans un futur lointain, pourquoi pas, mais même si j'ai fait pas mal d'années de théâtre, en fait, j'ai une mémoire de merde et je suis incapable de mémoriser des textes ou de les faire ou de sortir spontanément des trucs trop réfléchis.
Je peux faire un peu d'impro, mais après, il faut savoir aussi que les voix que je fais, c'est pas du tout des voix qui sont mainstream dans le domaine de l'imitation. Là où la plupart des imitateurs vont se concentrer sur du politique, du grand média et tout. Moi, des voix politiques et grands médias, j'en fais que 5 ou 6, même pas. Et tout le reste de mon répertoire est basé sur les voix de mon enfance, en fait, les voix que j'entendais au quotidien, genre Homer Simpson, parce que je matais les Simpsons, des voix de Disney, des conneries comme ça. Et du coup, au final, moi, j'imite pas mal des voix de doubleurs, au final. Et du coup, est-ce que ce côté un peu unique est un avantage ou est-ce que ça peut aussi être un inconvénient pour réaliser ce type de spectacle? Parce que par exemple, si je fais le guignolo en faisant Homer Simpson, dans la salle ça fera marrer des adolescents par exemple, mais des darons, des gens qui s'attendent à un truc engagé, ils peuvent être déçus. Après, rien ne m'empêche de faire tenir des propos très réfléchis à Homer par exemple, mais c'est vrai que si je fais un spectacle un jour, j'aimerais bien que dans l'idéal il soit un peu engagé. Ouais. Et justement, est-ce que tu as envie d'apprendre d'autres voix? On en parlait au tout début. Est-ce que toi, je sais pas te dire, tu te fixes un objectif, mais est-ce que tu as envie d'apprendre d'autres voix ou est-ce qu'à un moment tu dis ça va me saouler, j'ai plus envie? Non, je me dis jamais que j'ai plus envie, mais ça vient un peu spontanément. Je suis toujours prêt à élargir mon répertoire vocal, parce que moi ça me fait marrer tout simplement. Et des fois j'ai des phases où j'ai des voix qui m'obsèdent et j'ai vraiment envie d'arriver à la faire, à la travailler quand je sais que je suis capable de le faire. Typiquement, c'était le cas avec la voix de Benoît Alman. C'est la grosse voix qui parle comme ça. Et j'ai mis plusieurs années à la maîtriser, celle-là. Et si tu écoutes sur ma chaîne, il y a des vieilles vidéos où je faisais cette voix et tu regardes maintenant, ça a évolué de ouf parce que j'ai pu piger l'essence de la voix, les petites intonations. Et dans tes Vox Populi, tu apprends comment, des petits tutoriels, comment au moins avoir cette base-là pour apprendre certaines voix. Mais n'importe qui vraiment peut arriver à ce niveau-là ou pas forcément? Il y a un peu un côté aussi oui et non. inouï. C'est inouï, tu voulais dire inné plutôt, je pense. C'est pas mal. En fait, il faut savoir que l'imitation, c'est pas de l'inné, c'est de l'acquis quand même, mais dans l'idéal, il faut l'acquérir très jeune. J'essaie de me renseigner là-dessus parce que moi ça m'intéresse, mais il n'y a pas eu spécialement beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Mais le peu que j'en ai lu, c'est qu'en gros, tous les imitateurs connus, ils ont commencé très jeunes, forcément. Après, la plupart des théories disent que c'est quand t'es jeune, tes cordes vocales sont vachement plus malléables et ta langue aussi, parce que l'imitation, ça joue énormément au niveau de la langue en fait, parce que tu peux modifier un petit peu les tonalités de ta voix en bougeant un peu ta langue. Et un imitateur, c'est un mec qui a une corde vocale qui est plus musclée que l'autre, ce qui lui permet de faire des grosses modulations de voix, et un mec qui a une langue vachement musclée pour pouvoir trouver la voix un peu comme il veut. Tu vois. Et après, tu joues et avec tes cordes vocales et avec ta langue pour... salut mon frère, c'est le flic de Beverly Hills. Je vais t'arrêter. Et je suis également l'âne de Shrek, un véritable talent. Regardez-moi ça, quel beau sabot. Bonjour à tous et bienvenue dans Vox Populi. Aujourd'hui on apprend à imiter Eddie Murphy. Quelle classe, non mais quel homme. Et justement, parce que toi tu te dis qu'à l'oreille tu peux te rendre compte de quelque chose qui va se rapprocher de ta voix, qui sera plus facile à entendre. Je vais pas parler d'oreille absolue, mais il y a aussi quand même un côté auditif où on se rend compte des tonalités, on se rend compte du son, quoi. Il y a quand même un travail auditif qui est important. Ouais, ça je sais pas si c'est de l'acquis ou de l'inné, mais ce qui est sûr c'est que des fois en fait j'arrive à décomposer une voix. C'est dur à expliquer parce que mais en gros pour moi je fais bien la différence entre la manière de parler, le vocabulaire utilisé, les intonations. La voix, c'est l'instrument de musique, mais après, là-dessus, il faut que tu plaques une mélodie, par exemple. Si je fais Jean-Pierre Pernaut comme ça, mais que je rajoute pas sa mélodie qui monte et qui descend, bah c'est pas Jean-Pierre Pernaut, tu vois. Et justement, sur YouTube, tu te sens de continuer tes imitations? Est-ce que tu n'as pas peur à un moment de tourner en rond, à faire de l'imitation? C'est pour ça que je fais toujours mon maximum pour diversifier mon contenu. Et j'ai par exemple sorti pas mal de formats parodiques, même si c'est toujours en rapport avec la voix. J'ai créé un truc qui s'appelait YouTube Fake News, dans lequel je prends un peu le jeu vidéo aussi, le gaming. Voilà, je suis en gaming, des conneries comme ça. Bien sûr, ça repose un peu sur ma voix, mais le format en lui-même peut faire abstraction de ma voix, parce que le contenu en lui-même, qui est écrit et qui est travaillé, est sympa en tant que tel. Il n'y a pas forcément besoin de se dire c'est de l'imitation ou pas. Et tu disais que le domaine de l'audiovisuel t'attirait, notamment le côté post-prod et le côté aussi écriture, scénarisation. C'est des choses qui peuvent t'attirer, que tu as envie de travailler peut-être sur ta chaîne ou sur une autre, mais de créer des courts-métrages, juste comme ça. Oui, ça typiquement c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre. Malheureusement sur YouTube, tu sais bien que percer avec du court-métrage c'est très dur. C'est pour ça que pour l'instant je continue à mort mes formats qui marchent, pour constituer une communauté suffisante pour amortir les coûts d'une production, d'un truc un peu plus travaillé. Tu as 300 000 abonnés. De quoi? Tu as 300 000 Albanais. Abonnés. Oh merde, fais chier. Je vois pas ce qu'il y a de chiant là-dedans. Ouais, c'est trop cool, on va fêter ça chez moi, on va boire de la duff. Acolyte tartiflette. Voilà. et justement, l'acting te plaît aussi? J'adore ça. J'adore ça. Ce qui était... Les facettes un peu du visuel,
Après, sans même forcément aller dans l'audiovisuel, le théâtre d'impro, j'en ai fait pas mal. Quand j'étais au Bahut, on avait la chance d'avoir une prof qui faisait du théâtre d'impro et qui avait organisé un petit club d'improvisation. Et j'étais dedans et l'avantage quand je peux moduler ma voix, c'est que je faisais une chier de personnages et c'était un plaisir de faire ça avec les copains et on se marrait comme des fous, quoi. Et t'as envie d'écrire que dans l'humour ou des choses Non, un peu pas plus sérieuses, un forcément. peu plus noires, J'ai déjà fait du très sérieux sur ma chaîne, mais c'est des trucs qui n'ont pas forcément marché, du coup j'ai pas poursuivi, mais il y avait un format, il y a un format qui s'appelle Instant Poète qui pour l'instant est en pause sur ma chaîne. Et c'est un format dans lequel j'écris de la poésie un petit peu et j'essaie de retransmettre la poésie à l'oral tout en mettant bien les intonations, faire ça avec une voix un peu plus posée, des choses comme ça. J'avais aussi fait un discours assez sympa, des trucs comme ça qui étaient un peu engagés. C'est vachement plus porté sur le lyrisme, la beauté du verbe, les images mentales que tu te crées avec ce texte que forcément l'humour. Tu te taperas pas une barre en m'écoutant réciter un poème, quoi. Restez dans le rang, ne revendiquez pas votre individualité. Conformez vos opinions, je vous prie. Ne brisez pas le cercle, je ne me répéterai pas. Vous faites partie d'une masse grouillante. Restez dans le rang. C'est justement frustrant de se dire qu'on a beaucoup d'envie, des projets un peu plus sérieux, et que la communauté suit pas, et que du coup on est obligé de se reposer sur les trucs qui marchent. C'est sûr. C'est sûr que c'est un peu énervant, mais c'est aussi les règles du jeu, quoi. Mais je sais très bien que si je continue à monter et que j'arrive à constituer une communauté suffisante, je pourrais me permettre à nouveau de diffuser des trucs qui sont pas forcément drôles et qui sont un peu plus réfléchis et travaillés, quoi. Et justement, une communauté suffisante, ça représenterait quoi pour toi? Ça serait quoi Je pense qu'il faudrait que je tape dans le 1 million d'abonnés pour pouvoir me permettre. Et pour toi, c'est faisable sur le moyen terme? Oui, vu ta courbe, je pense. J'essaie de plus en plus parce que là, jusqu'à présent, j'étais étudiant en informatique. J'ai fait un BTS SNIR à Cluse, dédicace lycée Charles Poncet. Petite pensée pour mon prof, pour mes profs d'info qui étaient géniaux. Du coup, là, je me suis lancé un petit peu cette année. Mon objectif de l'année, c'est de me lancer à 100% sur YouTube. Ouais. Du coup, depuis septembre, je suis vraiment full sur YouTube à fond. Et du coup, à côté, je monte les projets avec la boîte de prod pour arriver à quand même me dégager un salaire. Et mes objectifs, là, du coup, c'est de faire de plus en plus connaître ma chaîne. Et je réfléchis à faire des collaborations. Il y a 2 jours, j'étais invité sur Énergie, à la radio, dans l'émission de Guillaume Play. J'ai fait un petit peu le guignolo. On s'est bien marré. C'était vraiment très cool, d'ailleurs. J'étais agréablement surpris. Ça s'est hyper bien passé. L'équipe était au top. Et j'attends de voir les résultats, les répercussions en termes de... Il peut y avoir de grosses retombées aussi, Guillaume. Oui, en fait, les répercussions, quand tu es youtubeur, souvent elles arrivent une fois que les vidéos de l'émission sont uploadées sur sa chaîne et ensuite les gens vont basculer sur la tienne. Ça me fait marrer parce que le CM d'énergie avec lequel j'ai discuté, il pensait vraiment que simplement en passant à l'antenne, qui est suivie par presque un million de personnes, ça me ferait augmenter les abonnés. Je lui ai dit non, je vais prendre 1000 abos maximum avec ça. Et après, les vues arriveront sur les vidéos. Parce qu'il y en a certains qui peuvent, entre guillemets, critiquer le fait que maintenant la radio soit filmée, parce qu'au départ, c'est vrai que le charme de la radio aussi, c'est le charme de la voix, de pas avoir d'image. C'est vrai que maintenant, le fait que Énergie soit tout le temps filmée, ça buzz quand même vachement. La chaîne de Guillaume Play, c'est quand même des millions de vues aussi, quoi. C'est quand même, maintenant, au final, c'est quand même quelque chose de vachement positif. Et toi, justement, tu as dit depuis septembre, là, tu t'es mis à fond sur YouTube avec une grosse régularité, parce qu'une régularité, ça peut être une clé aussi sur YouTube pour vachement. C'est hyper important. Si t'es pas régulier à l'heure actuelle sur YouTube, ça marchera pas. Donc toi, tu te fixes souvent une vidéo par semaine, 1 par semaine, 2 par semaine? 2 par semaine. Je fais 2 vidéos par semaine depuis presque 1 an là. Ouais. Donc et c'est pas, j'ai envie de dire, fatigant, c'est pas. Non, c'est un coup de main à prendre. Puis au bout d'un moment, ça devient un réflexe. Le travail d'écriture, les idées viennent assez vite. Tournage, montage et tout. Et puis justement, pour avoir des idées de réserve pour alimenter, c'est pas non plus compliqué d'avoir toujours quelque chose à se mettre dedans. J'ai pas mal d'idées en réserve, mais souvent les sujets de vidéo se décident genre 5 ou 10 minutes avant que je commence. N'est-ce pas, je peux vous faire une petite prestation de Jean-Marie Le Pen. Je suis ma foi très heureux d'être présent dans cette émission afin de répandre quelques idées. Très bien. Super, écoute, merci beaucoup à Superflame d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Donc vous retrouverez tout son travail, je vais mettre sa chaîne là dans la description. Et puis on se quitte avec Jean-Pierre Pernaut qui dit au revoir aux abonnés de 13h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir.